comme journaliste engagé durant toute cette période. Je vous dirais même que depuis 1990, début de l'année 90, je recevais la visite d'un Canadien d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi qui travaillait pour le gouvernement fédéral à Ottawa, au ministère de l'Agriculture. Il m'appelait depuis Ottawa. Il me disait, je m'en viens, je veux absolument vous rencontrer. Je dis, bien sûr, rencontrons-nous, prenez un café ou un repas ensemble. Et là, petit à petit, il m'a élaboré tout un plan de l'invasion que le FPR préparait à partir de l'Ouganda pour venir au Rwanda. Et souvenez-vous, 90, c'était l'année des conférences nationales. Après la fin de la guerre froide, il y a eu là comme un espoir d'ouverture, de pluralisme politique, de démocratisation, au Congo en particulier, République démocratique, à l'époque le Zaïre. Il y a eu la conférence nationale où on discutait de tout cela. Alors moi j'avais dit à cet ami rwandais, je pense que là vous faites une très grave erreur. Vous allez porter devant l'histoire la responsabilité dans la guerre civile. Je lui ai dit, profitez du vent de changement des conférences nationales qui se déroulent en Afrique, prenez les promesses de Habyarimana d'ouverture politique au mot, allez et vous établir à Kigali, lancez des activités politiques ouvertes. S'ils vous répriment, là vous pouvez prendre l'opinion mondiale à témoin. Mais entrez dans le pays les armes à la main. Et je savais parfaitement qu'il n'allait pas entrer comme ça les armes à la main sans des appuis assurés, des appuis déterminants. Et ces appuis venaient d'où? Venaient du trio occidental, notamment du duo anglo-saxon au Conseil de sécurité. États-Unis, Grande-Bretagne. Alors, on savait très bien que les appuis du FPR venaient des États-Unis, de la Grande-Bretagne, et puis des autres pays anglophones, comme le Canada. Et moi, je pense que, comme il travaillait à Ottawa, il avait été conseillé de venir faire du lobbying auprès de ce journaliste de la presse, parce que si on le gagne de notre côté, on va pouvoir avoir une bonne presse, une bonne couverture. Moi, dès le début, j'étais contre l'idée même de plonger le Rwanda dans la guerre. C'était en 90, ils l'ont envahi en octobre, et puis en 94, on termine avec ce qu'on a connu. Mais durant cette même période, on a beaucoup parlé d'impunité pour 72. Durant cette même période, 90 à 94, le génocide, le deuxième grand génocide au Burundi, 1993, personne n'en a parlé. Ça n'intéressait pas les puissances de la géopolitique mondiale, les maîtres de l'architecture juridico-politique du monde. Pour eux, c'était important de singulariser le génocide Tutsi au Rwanda. Et demandez-vous, pourquoi cette coïncidence 94, au même moment où l'ANC remporte les élections en Afrique du Sud? C'est-à-dire l'apartheid politique est démantelé en Afrique du Sud. Et l'apartheid politique démantelé, il n'a jamais été question
d'un tribunal pour génocide contre le régime blanc. Ah non, les amis, on leur réserve des commissions vérité, réconciliation. Ça, c'est pour les amis. Mais pour ceux dont on a moins de considération, ceux qu'on peut instrumentaliser comme on veut, pour eux, on réserve des tribunaux pénaux internationaux. Et depuis la fin de la guerre froide, on a eu le tribunal pénal pour la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal pour le Rwanda. Et à un certain moment, ils ont essayé, ça n'a pas marché comme ils auraient voulu, un tribunal pénal pour le Cambodge. Pour le Cambodge. Et l'Afrique du Sud était vraiment le gros morceau. La conscience occidentale, depuis 5 siècles, depuis le début du colonialisme et de l'esclavage et de la traite et du pillage colonial, cette conscience est tellement lourde de culpabilité, notamment envers l'Afrique, qui continue d'être le continent le plus martyr de toute la planète, que cet Occident-là ne peut chercher à soulager sa conscience qu'en démontrant au monde que les Africains sont barbares, que les Africains aiment s'entretuer. Pour eux, la vie ne compte pas. Souvent, j'ai entendu comme journaliste, les gens dire, vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même sens de la vie que nous avons. Comme aveu de racisme à l'état pur, on ne peut pas faire mieux. Et je m'excuse, je pourrais aller un peu trop long, je vais essayer de finir très brièvement pour vous dire que l'Afrique continue d'être considérée, comme un réservoir de ressources inépuisables. Minerais, pétrole, pierres précieuses, maintenant les nouveaux métaux rares, absolument indispensables pour faire la téléphonie mobile, les ordinateurs et équiper la recherche spatiale, le coltan. Hein? C'est l'Afrique. L'Afrique dispose de terres énormes, et ça, au Burundi, je vous prierai d'y réfléchir sérieusement. L'Afrique dispose de terres fertiles, de pluviosité, une bonne irrigation. Et actuellement, les prédateurs corporatifs occidentaux sont en train de s'acheter de vastes territoires en Afrique pour faire de l'agriculture industrielle à grande échelle. Et ça risque de jouer contre le Burundi, éventuellement. Et en même temps, le pillage de l'Afrique est systématisé. Maintenant, les maîtres de l'ordre global, ils ont un commandement uniquement pour l'Afrique qui s'appelle AFRICOM. Il y a un commandement de l'OTAN pour l'Afrique qui est maintenant déployé sur tout le territoire. Et ce sont les mêmes qui utilisent Daesh contre la Syrie, ils utilisent Boko Haram au Nigeria. Hein, c'est ce qu'on appelle les pompiers pyromanes. Voilà, ça c'est la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Afrique. Et les Occidentaux ne veulent pas reconnaître. Même ici au Canada, c'est maintenant qu'on commence à parler du génocide des autochtones canadiens. Là, maintenant, il y a un mouvement qui commence à s'articuler.
les autochtones canadiens, et il y a la société civile canadienne, il faut le dire, les nouvelles générations sont sensibilisées aux besoins de justice, de réconciliation, de sauver la planète contre le chauffage climatique, etc. Là, on commence à parler de cela, ici au Canada. En Australie, ça se passe également. Mais, je dirais pour cela, l'Afrique, les Africains doivent se méfier d'être manipulés dans d'autres génocides. Il y a des pièges comme ça qui sont tendus pour que l'Afrique continue à mal paraître, à paraître comme étant un continent désespéré, sans espoir, qui n'accorde qu'une importance à la vie humaine. Parce que ça ne fera que faire le jeu de ceux qui mènent le jeu mondial, du moins qui pensent encore le mener. Parce que je voudrais juste vous signaler qu'en 2012, il s'est passé quelque chose de fondamental. La Russie et la Chine se sont mis debout au Conseil de sécurité et ont mis un double veto à la volonté de l'OTAN d'aller faire en Syrie ce qu'ils avaient fait en Libye et en Irak. Ça a été vraiment le coup d'arrêt. Depuis cette année 2012, l'OTAN zigzague, bat en retraite, ne sait pas exactement quoi faire. L'ordre mondial est en train de rebasculer, d'être rééquilibré. Et hier, j'ai lu que Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller de sécurité nationale de Carter et qui est resté l'oracle, quelqu'un a parlé de l'oracle luciférien de la puissance américaine. Hier, il a reconnu que l'époque de la domination mondiale des États-Unis tire à sa fin. Et qu'il est temps maintenant pour les États-Unis de chercher un nouvel équilibre avec les Russes et les Chinois. Alors, il faudrait qu'on pense à toutes ces questions de génocide et d'exigence de justice et de réparation dans ce contexte changeant, dynamique. Moi, j'ai beaucoup plus d'espoir aujourd'hui que j'en avais quand j'avais 20 ans. J'ai vu l'ancien ordre mondial empirer, mais j'ai vécu assez longtemps pour voir l'ancien ordre mondial commencer à se défaire et à décliner. Donc, nous, les Africains, nous avons le devoir de garder les yeux ouverts, de rester vigilants, de ne surtout pas tomber dans les pièges qu'on nous tend, de poursuivre le combat pour la justice, mais dans la paix et avec la raison et toute la rationalité dont nous sommes capables. Merci infiniment.